Je vais commencer par me présenter. Donc Marion Ripaud, moi je suis responsable développement énergie et carbone au sein du groupe AFNOR et plus particulièrement du département AFNOR Énergie Ingénierie, qui est un bureau d'études situé au sein du groupe AFNOR et qui accompagne les entreprises dans leurs projets d'amélioration de la performance énergétique et de la décarbonation. Et je suis accompagnée de mon collègue Philippe Lamy, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, j'appartiens également à ce département AFNOR Énergie Ingénierie avec Marion. Ouais, donc on vous propose aujourd'hui de décortiquer donc, la réglementation environnementale 2020 et d'aller plus loin dans l'analyse et essayer de comprendre comment finalement cette réglementation transforme les stratégies de décarbonation des projets de construction de bâtiments et notamment au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Alors, hop. Juste avant de démarrer, un petit point sur le groupe AFNOR et en particulier sur AFNOR Énergie. Vous l'avez vu, c'est AFNOR Énergie qui présente aujourd'hui. Donc en quelques mots, AFNOR Énergie, c'est une marque du groupe AFNOR qui regroupe l'ensemble des prestations énergie et carbone du groupe au travers de nos différents métiers qui sont l'élaboration des normes volontaires, la certification des compétences et des entreprises, la formation, l'édition, donc la vente des normes, et le conseil, comme j'expliquais à l'instant, avec ce bureau d'études qui accompagne les entreprises sur les sujets énergie et carbone. Donc avant de démarrer plus en détail sur les aspects techniques, on vous propose quelques éléments de rappel et de contexte sur la réglementation environnementale 2020 pour être sûr qu'on soit tous au même niveau de connaissance du sujet. Donc la RE 2020, donc c'est une réglementation qui est issue à la fois de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et de la loi Elan de 2018. Donc elle remplace progressivement l'enseignement RT 2012, donc réglementation thermique 2012. Et donc cette réglementation concerne les bâtiments neufs et instaure des objectifs en matière d'amélioration de la performance énergétique de ces bâtiments, de garantie de confort d'été en cas de forte chaleur, mais également de décarbonation. Ici, on parle d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et donc, quand on parle d'ACV du bâtiment, on prend en compte à la fois la phase de production des matières premières qui vont être utilisées, de la transformation de ces matières premières en produits manufacturés, le transport pour arriver jusqu'au chantier des bâtiments. Donc toute la phase de chantier est intégrée dans cet ACV, mais également l'utilisation des bâtiments, donc toute la partie maintenance, toute la partie remplacement des matériaux, mais aussi les consommations énergétiques et les consommations d'eau. Et ensuite, bien sûr, la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait des matériaux finalement en fin de vie des bâtiments? Est-ce qu'on les recycle, on les réutilise ou bien on les détruit? Voilà globalement les différentes étapes de l'ACV reliées à un bâtiment. Et donc cette réglementation, comme vous le savez, elle est appliquée en France depuis le 1er janvier 2022. À l'origine, elle concernait la construction de bâtiments à usage d'habitation. Et petit à petit, elle s'est imposée sur les autres types de bâtiments. Donc depuis juillet 2022, sur les bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire. Depuis janvier 2023, à tout ce qui a trait aux constructions et extensions de petites surfaces d'habitation et aux habitations légères. Et voilà. Et puis depuis juillet 2023, plutôt les constructions temporaires d'habitation, de bureaux ou d'enseignement primaire et secondaire. Donc cette réglementation impose un certain nombre d'exigences et d'obligations, notamment en termes de décarbonation, et c'est le point justement sur lequel on voulait insister aujourd'hui. Donc pour cela, la RE 2020 intègre en particulier 2 indicateurs spécifiques sur le carbone. L'un qui est vraiment dédié à la phase construction et l'autre plutôt à la phase consommation énergétique, donc utilisation des bâtiments. Donc l'indice carbone construction lui permet en fait d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre des produits de construction, des équipements et de leur utilisation sur les phases de chantier. Et comme vous le voyez sur le tableau, la RE 2020 impose des seuils, un impact carbone maximal à ne pas dépasser et qui évolue dans le temps pour engager justement la maîtrise d'ouvrage justement à décarboner toute cette phase de construction. Sur la partie énergie, donc on a l'indice carbone énergie qui lui évalue les consommations énergétiques durant la phase de fonctionnement
des bâtiments. Donc c'est une durée qui est fixée à 50 ans dans les règles de l'ARE 2020. Et on y retrouve typiquement les usages énergétiques classiques des bâtiments, le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, le refroidissement, mais aussi tout ce qui a trait à ce qu'on appelle la mobilité interne des habitants dans les bâtiments, donc ce qui peut faire trait à des ascenseurs, des escalators, les parkings, les parties communes. N'hésite pas à compléter si tu as quelque chose à Même la ajouter. ventilation des parties communes pour Et être même complet. la ventilation, exactement. Et là, vous voyez aussi que l'impact carbone maximal, donc du coup, évolue dans le temps pour contraindre sur la décarbonation de ces différents aspects. Donc globalement, on voit au travers de ces éléments-là comment la RE 2020 finalement va influer sur les stratégies de décarbonation des maîtrises d'ouvrage, puisqu'elle impose, donc, comme vous l'avez vu, des exigences beaucoup plus strictes en matière de performance énergétique et environnementale. Elle encourage bien sûr l'innovation à l'utilisation de matériaux biosourcés ou à faible empreinte carbone. Elle intègre des critères spécifiques sur le confort d'été, sur la prise en compte de l'analyse de cycle de vie des bâtiments. Donc on est dans le cadre d'une approche beaucoup plus complète, beaucoup plus globale finalement de la partie conception et construction des bâtiments. Donc on a vu la partie vraiment liée à la décarbonation, mais il y a d'autres exigences techniques bien sûr qui sont intégrées dans la RE 2020, sur la limitation de la consommation d'énergie primaire par exemple, sur toute la partie, des exigences sur la ventilation et la qualité de l'air au sein des bâtiments, sur l'utilisation des matériaux biosourcés, l'optimisation des systèmes de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude, et des exigences sur la planification de la gestion des déchets et sur l'introduction d'énergies renouvelables. Je vous propose d'aller plus loin dans la partie technique sur les exigences de la RE 2020 avec Philippe. Très volontiers. Je vous propose de partager un constat avec vous, un constat qui a des conséquences sur la façon de s'organiser, d'anticiper l'intégration de cette réglementation RE 2020. Et ce constat que je partage avec vous, c'est le fait d'embrasser nécessairement tous les lots techniques. Vous le voyez à travers ces différents histogrammes qui présentent le contenu carbone résultant de différents projets à travers différentes variantes techniques. Ces variantes, elles sont liées ici principalement au lot technique de la superstructure, celui auquel on peut penser qu'il concentre le maximum de carbone. Et bien ce qu'on voit, sans mauvais jeu de mots, c'est que toutes les briques qui constituent chacun des histogrammes sont finalement constituées à part relativement proche du lot superstructure. C'est la petite brique grisée de chaque histogramme, mais vous allez retrouver des composantes liées au carbone, liées à un autre lot qui peut être le lot cloison. C'est la petite brique bleue à hauteur de 64 kg de CO2 rapporté aux 700 à peu près qu'on peut voir en moyenne sur ces différentes variantes de projet. Autrement dit, ce lot lié aux cloisons, il représente à lui tout seul 9% du contenu carbone du bâtiment qui sera livré, 9% de l'exigence attendue. Si on prend un autre exemple qui est celui du revêtement intérieur, là aussi, vous pourriez vous dire c'est complètement anecdotique dans mes prescriptions. Et bien on se rend compte que ce lot revêtement intérieur, c'est la brique en violet, 81 kg de CO2 par mètre carré sur un projet qui au global en fait 740. Là aussi on dépasse les 10%, on est quasiment à 15%. Donc au final, comparativement à ce lot superstructure, d'autres lots techniques ont tout autant d'importance dans l'atteinte du résultat global. C'est ce point de vigilance que je voulais véritablement partager avec vous et surtout le mettre aussi en perspective de variantes techniques qui, de gauche, montrent l'impact de briques. Si vous passez sur des éléments constructifs associés au béton, on a une réduction relativement faible de 741 à 726 kg de CO2 par mètre carré dans cet exemple-là. Et si à l'extrême, vous choisissez des ossatures bois, c'est le mur ossature bois que vous voyez à droite sur cet histogramme-là, il nous permet une économie certes jusqu'à 630 kg de CO2, mais globalement, c'est un effort qui, compte tenu des exigences précédentes de réduction à l'horizon 2031, vont nous amener à devoir forcément porter un regard sur tous les lots techniques. Voilà l'élément de vigilance que je voulais partager avec vous. Avant, donc effectivement, de voir comment cette exigence forte va
modifier votre évolution organisationnelle pour faire face aux exigences de la RE 2020? Tout d'abord, vous l'avez compris, à travers la contribution carbone de tous les matériaux qui représentent 60% de l'image de l'exigence carbone attendue, 60% derrière les matériaux et les équipements mis en place, eh bien, ça nécessite un travail de sourcing en amont pour la maîtrise d'ouvrage qui va s'appuyer sur des données qui sont existantes. Vous connaissez peut-être les bases IGNES qui aujourd'hui rassemblent à peu près un petit peu moins de 10 000 données, mais c'est une information qui forcément n'est pas dynamiquement mise à jour. Donc il y a un travail de veille à faire si vous voulez anticiper eh bien une performance ambitieuse. Mais c'est aussi un travail du côté des acheteurs en lien avec la maîtrise d'ouvrage, celle qui définit son cahier de spécifications. C'est intégrer ces éléments pour eh bien, définir des spécifications qui non seulement prennent en compte le carbone, mais qui vont associer cette émanation de carbone des matériaux que vous choisissez avec la performance que vous attendez d'un point de vue thermique, d'un point de vue acoustique. Et c'est la raison pour laquelle vous devez créer vos propres définitions de spécifications environnementales, couplant le carbone et les autres performances du bâtiment. Et on arrive à des ratios à construire sous la forme de, comme vous pouvez le voir, de kilogrammes de CO2 qui sont rapportés au mètre carré à isoler, qui sont rapportés à la performance thermique, les watts par Kelvin que vous voyez dans l'indicateur qui était proposé parmi tant d'autres. En tout cas, ce que je veux souligner, c'est qu'il y a besoin, en lien avec les acheteurs, de définir en amont un cahier qui va être nourri de ces spécifications qui couplent le carbone et des spécifications thermiques ou de qualité de vie dans le bâtiment. Donc, un élément important de préparation, de méthode pour les maîtrises d'ouvrage, tout comme le besoin nécessaire de multiplier le couplage de simulation énergétique et de simulation carbone de manière à définir des optimums. Cette RE 2020, plus que jamais, nous amène à travailler, à trouver le meilleur compromis technico-économique, et c'est en multipliant ces simulations qu'on peut y arriver, parce que ce qui nous fait gagner du carbone eh bien, peut nous desservir d'un point de vue performance énergétique, etc. D'où l'importance d'anticiper cette phase de simulation et de la multiplier. Autre élément important à prendre en compte, on a parlé de conception au stade du cahier des charges. Il ne faut pas perdre de vue que la RE 2020 va aussi s'attacher, d'une façon moins importante certes, mais va s'attacher aussi à la qualité de la réalisation. Et à ce titre-là, vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, vous aurez tout particulièrement un intérêt à suivre eh bien, la qualité du chantier, c'est-à-dire la mise en œuvre. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver dans la RE 2020 eh bien, des exigences à ce qu'il y ait une cohérence entre les données dimensionnelles qui ont été prises en compte dans le calcul théorique thermique et la réalité de ce qui est installé. Dans certains cas de figure, c'est le cas notamment du résidentiel, il y aura aussi des opérations de contrôle in situ à réaliser. Et cette opération in situ par des auditeurs indépendants eh bien, vont vérifier que les éléments installés correspondent à ce qui a été désigné dans le dossier d'ouvrage exécuté. Donc qualité, respect des données d'études par rapport à la réalité, ce qui vous oblige à avoir ce travail de surveillance du chantier d'une part, et puis surveillance du chantier également dans la qualité, non seulement en termes de présence, de bon raccordement des équipements, mais aussi dans la bonne mise en fonctionnement. Ce travail de mise au point, il est important parce que cette étape d'audit qu'on va retrouver dans le résidentiel, d'audit in situ, va faire intervenir des mesures par échantillonnage qui eh bien, vont permettre de dire si les débits de renouvellement d'air, les pressions sont conformes, mesurées conformes à ce qui était prévu, et c'est un élément rédhibitoire pour l'obtention de la RE 2020. Donc vraiment une incitation très forte à la maîtrise d'ouvrage à prévoir ce contrôle en phase chantier. Tout ceci effectivement amène à eh bien, donner l'intérêt à s'entourer d'une démarche de commissionnement. Je redirai quelques mots
par la suite, mais c'est ces démarches qui visent à être garant du projet à la fois en conception mais aussi dans le suivi de la réalisation du chantier. C'est tout l'intérêt de ce commissionnement. Autre point, vigilance, que je voulais partager avec vous pour la maîtrise d'ouvrage, c'est le fait d'être formé, sensibilisé à ces évolutions, ces exigences de la RE 2020, et non seulement pour, je dirais, la partie technique de la maîtrise d'ouvrage, mais également des fonctions support. Et je pense tout particulièrement aux achats, parce qu'on a évoqué tout à l'heure l'importance de définir des cahiers de prescription qui étaient complets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le code de la commande publique permet d'intégrer dans les marchés et de fonder le choix et les notes finales sur la base d'éléments environnementaux, donc les fameux indicateurs que j'évoquais de kilogrammes de CO2 rapportés à une performance thermique, à une performance acoustique, ont tout à fait le droit de citer. Il faut les nourrir, il faut les intégrer au marché, d'où l'intérêt de former aussi les acheteurs qui contribuent à la passation des marchés de travaux pour la réalisation de ces bâtiments. Et puis enfin, une dernière évolution à prendre en compte, qui n'est pas nécessairement nouvelle, mais que la RE 2020 rend d'autant plus pertinente, c'est l'usage du BIM, ces maquettes numériques qui vont permettre à tous les acteurs du bâtiment, le bureau d'études structure, l'architecte, le bureau d'études fluide thermique, de pouvoir, y compris avec la maîtrise d'ouvrage, échanger de manière à pouvoir s'inscrire dans ce schéma que je défendais, un schéma pour lequel on multiplie les simulations de manière à trouver le meilleur compromis ensemble, de manière à s'assurer au fur et à mesure de l'évolution des bons choix et de l'atteinte de l'objectif en termes de carbone. Et puis, quelques points que je voulais rajouter concernant des préoccupations liées au planning, au respect des plannings. Ce travail, je dirais, qui remet en cause l'organisation et de façon très liée au tout début du projet, va nécessiter le plus tôt possible la définition de spécifications qui sont des spécifications avec 3 axes, soutenus par 3 axes, qui sont les 3 piliers de la RE 2020, l'énergie, le carbone et la maîtrise du confort. Donc, édicter dès le début les ambitions de la maîtrise d'ouvrage sur ces 3 thèmes-là, c'est ça qui va guider tout le choix, tous les arbitrages qui vont nécessairement être faits pendant le projet. Donc, anticiper cette réflexion-là de manière à pouvoir aussi envisager des aspects de massification sur des nouveaux procédés constructifs. C'est une façon de pouvoir associer une soutenabilité financière sur des projets, notamment des projets d'ampleur, de manière à ne se fermer aucune porte, d'anticiper, on l'a vu, ce quasiment facteur 2 de niveau de carbone rapporté au mètre carré défini et qui se dessine à l'horizon 2031. Donc dans ce cadre-là, soutenir, envisager des possibilités de massification, d'industrialisation de certains procédés industriels, c'est important en lien avec son tissu plus ou moins proche et les entrepreneurs à proximité des chantiers. Tout ceci peut être embrassé dans une logique plus globale encore de commissionnement, parce que si on décompose les différentes étapes, l'exigence stricte de la RE 2020 avec cette nouveauté carbone rajoute, comme vous pouvez le voir, quelques jours d'études ACV. Ces études d'analyse du cycle de vie vont mobiliser au global, vous pouvez le voir, à peu près une trentaine, entre 20 et 30 hommes-jours ingénieurs pour spécifiquement faire le calcul du bilan carbone. Mais la démarche, elle est beaucoup plus, pour la maîtrise d'ouvrage, pour les autres acteurs, elle est beaucoup plus large que ça. Et elle va non seulement mobiliser largement à travers ces choix, ces orientations à prendre, mais elle va aussi devoir, et c'est quelque chose qu'on défend beaucoup à l'AFNOR, nourrir aussi un travail parallèle d'évaluation de l'incertitude au tout début du projet, les différentes variantes
eh bien, je sais, on va s'attacher alors à évaluer l'incertitude sur le résultat carbone qu'on peut espérer. Et cet indicateur va nous permettre de rassurer, en le créant, de rassurer le plus tôt possible la maîtrise d'ouvrage sur la bonne atteinte, quand le projet sera livré, de l'exigence carbone, de l'exigence énergétique associée à la RE 2020. Donc, comme vous pouvez le voir, cette incertitude qui, au début du projet, dans le meilleur des cas, est autour de 30%. Donc, on construit un projet avec une marge autour de l'exigence de 30%. L'intérêt de le caractériser très tôt, c'est de pouvoir le maîtriser, d'appréhender les scénarios avec ce niveau d'incertitude que l'on connaît. J'évoquais l'importance du commissionnement, et je veux rappeler que le commissionnement, il permet de reprendre cette logique, ces points de vigilance que j'ai évoqués, que j'ai listés avec vous pour la maîtrise d'ouvrage, mais qui permet non seulement de les concentrer, comme c'est demandé dans la RE 2020, sur la phase de conception, mais d'étendre cette même démarche à une vigilance qui va porter de façon plus complète encore que la RE 2020 sur la qualité de la réalisation. Il ne s'agit pas simplement de faire un contrôle sur les systèmes de ventilation qui s'imposent maintenant dans la RE 2020, mais d'avoir cette même logique de contrôle par échantillonnage, par mesure, pour contrôler toutes les performances opérationnelles du bâtiment de manière à livrer le bon niveau de confort pour les occupants. C'est la température, c'est l'hygrométrie, c'est le niveau d'éclairement, c'est des niveaux d'éblouissement. C'est tout ceci que le commissionnement permettra de vérifier au fur et à mesure, de détecter au plus tôt toutes les dérives, de manière à pouvoir réagir immédiatement sans attendre la fin ou la réception du chantier. Et plus encore que cet apport complémentaire du commissionnement en phase de réalisation, c'est aussi un commissionnement qui va accompagner la phase exploitation, en tout cas son démarrage, de manière à pouvoir apporter les adaptations nécessaires pour assurer une mise au point complète du bâtiment, et ce, non seulement avec des réglages qui sont optimisés pour une période saisonnière particulière, mais s'assurer que les réglages sont optimaux en période hivernale, en période de mi-saison, en période estivale. Il n'y a pas de mauvaise surprise dans cette première année de vie du bâtiment. Voilà un apport fondamental du commissionnement qui est en capacité à embrasser aussi toutes les exigences, les points de vigilance que j'ai soulignés avec vous par rapport à la RE 2020. Pour dépasser ce commissionnement, je vais repasser la main à Marion de manière à montrer comment, en lien et en suite directe du commissionnement, le monitoring de l'énergie peut rentrer aussi dans les éléments d'attente utiles. Oui, tout à fait. On voulait juste insister sur l'importance d'être bien outillé justement pour pouvoir suivre et répondre aux exigences de la RE 2020, notamment en matière de consommation énergétique, et puis pour les suites justement dans le cadre de l'utilisation des bâtiments. Donc un des éléments pour pouvoir bien suivre sa consommation énergétique, c'est pouvoir d'être outillé au travers d'une plateforme de monitoring de l'énergie qui permet de faire remonter les données de consommation, de pouvoir suivre les dérives éventuelles et de pouvoir ensuite piloter ces consommations énergétiques de façon plus concrète et plus pertinente pour pouvoir agir sur sa consommation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Je ne sais pas s'il nous reste quelques minutes pour répondre à une ou deux questions. Oui, si, il nous reste un petit peu de temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, n'hésitez pas à nous retrouver au stand BIM numéro 2. Voilà, toute l'équipe d'AFNOR Énergie est présente pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Et vous voyez, on intervient sur pas mal de sujets d'accompagnement, que ce soit sur, bien sûr, répondre aux exigences de la réglementation RE 2020, mais aussi du décret tertiaire, la réalisation d'audits énergétiques. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir et à venir nous voir.